Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de la mi-journée de ce lundi 23 janvier, dont voici les principaux titres. Le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois en dénonçant l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire. Emmanuel Macron a demandé des clarifications. En France, c'est aujourd'hui que la très controversée réforme des retraites va être présentée en Conseil des ministres avant son arrivée à la fin du mois à l'Assemblée nationale. Et pour terminer ce journal, nous nous rendrons au Ghana où vous verrez comment le secteur du textile mise sur la tradition pour assurer sa survie face à la menace des importations. Et on débute donc avec le Burkina Faso qui, selon son agence de presse, aurait demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Une décision qui fait suite à des mois de troubles. Reste à savoir maintenant comment la France répondra à cette demande et quelles implications cela peut avoir sur son rôle dans la région. On fait le point avec Émeric Torrignon. Depuis quelques mois, des manifestations comme celle-ci se multiplient à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le sentiment anti-français se développe de plus en plus. Ces protestataires se sont réunis vendredi pour réclamer une fois encore le départ des forces françaises du territoire burkinabé. Le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. 24 heures plus tard, après leur manifestation, une information diffusée par l'agence de presse du pays laissait entendre que les multiples appels au retrait de la présence militaire française avaient trouvé écho favorable auprès du gouvernement burkinabé de transition. Selon cette information publiée samedi, le gouvernement aurait acté le retrait militaire français dans un délai d'un mois. Interrogé sur le sujet dimanche, Emmanuel Macron, le président français, ne confirme ni n'infirme l'information, mais dit attendre la réaction officielle de Ouagadougou. J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, parce que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Pour Paris, qui redoute une manipulation russe, l'information est à prendre avec des pincettes. Je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. Pourtant, selon certaines sources diplomatiques, dans un courrier du ministère des Affaires étrangères burkinabé adressé à Paris et daté de mercredi, Ouagadougou dénonçait main fin dans son entièreté à l'accord du 17 décembre 2018 relatif au statut des forces armées françaises intervenant dans le pays sahélien. En attendant les réactions officielles du côté burkinabé, l'on peut affirmer qu'un nouveau pas vient d'être franchi dans la brouille diplomatique entre Paris et Ouagadougou. Le 25 janvier prochain, le président ivoirien Alassane Ouattara sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Au menu des discussions, outre la coopération bilatérale, les deux chefs d'État devraient évoquer la situation régionale et en particulier la situation régionale, et en particulier la transition à Ouagadougou. Au Tchad, suite à la manifestation du 20 octobre 2022 qui avait coûté la vie à une cinquantaine de personnes venues crier leur colère contre le maintien au pouvoir pour 2 années supplémentaires du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, l'ONG Human Rights Watch dénonce dans un rapport publié aujourd'hui des meurtres, des décès en détention, des disparitions forcées et des actes de torture liés à la répression des autorités lors de cette manifestation. Au Cameroun, le journaliste Martinez Zogo, animateur et directeur de la radio Amplitude FM, qui avait été enlevé mardi dernier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé, a été retrouvé mort ce dimanche à Ebogo, situé à quelques kilomètres de la capitale camerounaise. L'annonce de la mort du journaliste a entraîné une vague d'émotions et de réactions dans le pays. On écoute. On l'a trouvé encore couché.
Donc on n'a pas déterminé, on ne savait pas que c'était le corps de Martinez, on ne savait pas. Nous on se demandait déjà même que l'équipe peut même faire ce problème, venir laisser quelqu'un comme ça, parce que le corps se décomposait déjà. Parce qu'il est inadmissible qu'on enlève quelqu'un devant une gendarmerie et qu'on fasse 5 jours sans le retrouver et qu'on le retrouve mort 5 jours après. Tes collègues te pleurent, ta famille tout entière te pleure. Maestro, regarde dans quelle tristesse tu nous laisses. Est-ce que cette façon dont tu pars nous saura encore encourager de continuer cette profession digne? Je ne pense pas. En Tanzanie, Chadema, le principal parti d'opposition tanzanien, a organisé son premier rassemblement de masse après la levée par la présidente Samia Suluhu Hassan d'une interdiction qui datait de 2016. Une ouverture qui suscite l'espoir d'une grande liberté politique dans ce pays d'Afrique de l'Est. On écoute Freeman Mbowe, le président du parti Chadema. Bien qu'il ait remercié le président pour la levée de l'interdiction, notre pays a besoin d'une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution est inévitable. Nous avons besoin d'une réconciliation à ce sujet, mais pour cela, nous avons besoin d'une commission électorale indépendante. À l'occasion de la course de voiliers The Ocean Race, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé samedi au Cap-Vert. Pour lui, cet archipel de 10 îles situées au milieu de l'Atlantique est en première ligne de la crise climatique, raison pour laquelle le patron de l'ONU est venu examiner certaines des réponses et des solutions innovantes mises en œuvre au Cap-Vert. Souilas Bailly. Dans le port de Mindelo au Cap-Vert, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, est venu assister à la première étape de la 14e édition de l'Ocean Race, célèbre course de voiliers autour du monde. Mais le secrétaire général n'est pas en tourisme. Sa visite ici, dans cet état insulaire, entre dans le cadre de l'Ocean Race Summit, une série d'événements de haut niveau visant à sensibiliser et à faire avancer le soutien aux droits des océans. Le choix du Cap-Vert comme étape de ces manifestations n'est pas anodin. Le Cap-Vert, comme nous le savons tous, est en première ligne d'une crise existentielle engendrée par les dérèglements climatiques. Au cours des 5 dernières années, je sais que le Cap-Vert a été confronté à une grave sécheresse. L'élévation du niveau de la mer et la perte de biodiversité et d'écosystèmes constituent des menaces existentielles sur cet archipel et de nombreux autres. Je suis profondément frustré que les dirigeants mondiaux n'accordent pas à cette urgence de vie ou de mort les mesures et les investissements nécessaires. Nous sommes confrontés au combat de notre vie et malheureusement nous sommes en train de perdre. Les participants nationaux et internationaux se penchent depuis ce lundi sur les droits des océans, les aires marines protégées, la durabilité et le sport, la finance durable, ainsi que sur la connaissance des océans. Occasion pour le secrétaire général de plaider pour une justice climatique pour le Cap-Vert. Nous avons besoin de justice pour ceux qui, comme le Cap-Vert, n'ont pratiquement rien fait pour provoquer cette crise, mais qui en paient le prix fort. Le Cap-Vert a fait preuve de leadership en matière de climat, en parole et en actes. Le premier sommet de 2023 présentera les bonnes pratiques mises en œuvre pour l'océan et la vie marine par des ONG locales et des projets communautaires de conservation des océans. Après le Cap-Vert, la ville brésilienne d'Itajai sera l'hôte du 2e Ocean Race Summit prévu en 2023. Le Dr Mukwege qui appelle à des élections inclusives en RDC. Le bilan de la tempête tropicale Cheneso qui s'alourdit à Madagascar et la mort en détention d'un opposant qui ravive les tensions entre la Guinée équatoriale et l'Espagne. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. Lors d'une conférence de presse à Bukavu en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege a appelé à des élections inclusives, transparentes et sans fraude. Mais le prix Nobel de la paix 2018 ne s'est pas prononcé sur une éventuelle candidature. Il s'est juste contenté d'exhorter les Congolais à voter massivement aux prochaines élections. Denis Mukwege, qui a été critique envers la force sous-régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, plaide pour la reconstruction de l'armée, la police, les renseignements et la protection des Congolais par des Congolais.
À Madagascar, le bilan de la tempête tropicale Chenezo qui s'est abattue sur l'île jeudi s'alourdit. Il passe à 3 morts et plus de 13 000 sinistrés. Des dégâts matériels ont également été constatés. Près de 4 000 maisons et 600 hectares de rizières ont été inondés. 80 écoles ont été complètement détruites. Malgré une tendance à l'affaiblissement, le service météo prévoit de fortes pluies dans 5 régions du pays durant cette semaine, et ce avec des risques d'inondation. La tempête Chenezo est la première tempête tropicale qui affecte la grande île depuis le début de l'année 2023. La mort en détention de l'opposant Julio Obama Mefouman le 15 janvier dernier dans une prison en Guinée équatoriale ravive les tensions entre l'Espagne et la Guinée équatoriale. Originaire de la Guinée équatoriale et de nationalité espagnole, Julio Obama Mefouman avait été accusé d'une tentative de putsch en décembre 2017. En mars 2020, il est jugé coupable des faits reprochés et écope d'une peine de 60 ans de réclusion. Suite à l'annonce du décès de Julio Obama Mefouman, l'Espagne a demandé à Malabo d'éclaircir les circonstances de la mort de son ressortissant et de conserver son corps, évoquant des soupçons de torture. Le juge espagnol Santiago Pedraz, chargé d'enquêter sur les allégations de torture, a demandé le 19 janvier le rapatriement du corps. Retour en France où, après une première semaine de mobilisation, le gouvernement va présenter aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de loi sur la réforme des retraites qui prévoit notamment le report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ. Dévoilée le 10 janvier dernier, cette réforme arrivera à l'Assemblée nationale à la fin du mois de janvier. Les détails avec Soukaina Skeli. Jour J pour le gouvernement qui se réunit ce lundi en Conseil des ministres. Sur la table des discussions, le brûlant dossier de la réforme des retraites. L'exécutif a décidé d'augmenter l'âge de départ à la retraite à 64 ans et d'accélérer le calendrier concernant la durée de cotisation. Un projet qui permet à la fois plus de justice, qui permet des progrès et qui permet de l'équité. Plus de justice, c'est veiller à maintenir et même renforcer parfois les conditions de départ anticipé. Nous maintenons la possibilité de départ anticipé à 50 ans pour les travailleurs exposés à l'amiante, à 55 ans pour les travailleurs en situation de handicap, à 62 ans à taux plein pour les travailleurs déclarés inaptes ou en incapacité. Mais ce texte cristallise de nombreuses tensions. Jeudi dernier, à l'appel de 8 syndicats, plus d'1 million de Français se sont rassemblés à travers toute la France pour protester contre cette réforme des retraites. C'est vraiment juste que ça montre que notre gouvernement n'est pas du tout là pour garantir à sa population en fait un bien-être, parce qu'en plus de devoir travailler plus, c'est vraiment une question, il y a la plupart des Français, enfin en tout cas une bonne partie des Français qui sont vraiment impactés par la retraite. En fait, ils ne vont pas vraiment en profiter de cette retraite. Il s'agit juste de cotiser plus longtemps, de travailler plus et de s'épuiser au travail sans avoir l'espèce de carotte derrière comme quoi à la retraite on va pouvoir profiter parce que maintenant il n'y en aura plus. Le gouvernement pourrait faire passer cette réforme grâce au soutien des Républicains et à la maîtrise du calendrier parlementaire. En effet, le gouvernement d'Emmanuel Macron prévoit une entrée en vigueur du projet contesté à l'été. Le dialogue social ces dernières semaines a été utile. Olivier Dussopt le disait à l'instant, le texte que nous avons présenté en Conseil des ministres aujourd'hui n'est pas le texte qui était envisagé initialement. Il est le fruit du travail, de la concertation avec les organisations syndicales. Nous avons constaté des désaccords, mais nous avons aussi intégré un certain nombre de mesures qui étaient significatives, qui comptaient, qui étaient demandées par les organisations syndicales. Pour Emmanuel Macron, pas question de céder aux principales revendications des syndicats qui entendent, eux, amplifier encore la mobilisation après un début massif et réussi. Prochaine journée de mobilisation intersyndicale, le mardi 31 janvier. En Ukraine, où la guerre se poursuit, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a annoncé dimanche chez nos confrères d'LCI que son pays ne s'opposerait pas à la livraison par Varsovie de chars Léopard de conception allemande à Kiev. À noter également qu'Emmanuel Macron a affirmé que rien n'est exclu concernant la possible livraison de chars Leclerc par Paris. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance avec au Ghana le secteur du textile qui mise sur la tradition pour assurer sa survie face à la menace des importations. Reportage. Sarah Agray a été initiée au commerce du textile dès son enfance par sa grand-mère. Elle vend actuellement à la fois des textiles produits localement et des tissus contrefaits arrivant de l'étranger.
J'ai décidé de me lancer dans le commerce du textile au moment où l'imprimé ghanéen, le wax, est devenu cher. Et maintenant, les gens ne peuvent plus se le permettre. Quant au GTP ou au Printex, quand quelqu'un va à une cérémonie de mariage ou à des funérailles, il achète le GTP. Parce que c'est un tissu traditionnel. GTP, ATL et Printex sont en fait le nom de 3 des 4 principales usines de confection qui ont survécu au déclin du secteur au Ghana au début des années 2000. Par extension, ils ont donné leur nom à des tissus fabriqués localement et utilisés pour des activités cérémonielles ou coutumières. Le woodin est toutefois d'origine francophone et a été accepté pour un usage plus contemporain. Les artisans tailleurs comme Emmanuel Yacolems, tailleur de 3e génération et étudiant en informatique, sont tous reconnaissants envers l'entreprise familiale sur laquelle ils savent pouvoir compter. Ebenzer Adjemensa a repris l'atelier de couture de son père, autrefois très prisé, et spécialisé dans les costumes cousus à la main qui étaient au bord de la faillite. Il s'est battu pour le maintenir à flot. Mais bien qu'Ebenezer produise de beaux vêtements, des entreprises comme la sienne risquent d'être poussées à la faillite par une autre menace. Les vêtements d'occasion importés de Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni, moins chers, ont inondé le marché ghanéen, étouffant l'industrie locale. Au début, il y avait des pasteurs, des avocats, des hommes importants, des ministères qui apportaient toujours leurs vêtements ici, leurs costumes ici. Et nous cousions pour eux. Maintenant, les choses ne sont plus comme avant. Avec l'augmentation constante des importations de vêtements de qualité inférieure et de vêtements d'occasion dans le pays, estimés à 115 millions de dollars en 2002 et à 250 millions de dollars en 2019, la tendance au déclin de l'industrie locale du textile et de la mode au Ghana est toujours d'actualité. Un reportage que vous pourrez découvrir ce soir dans son intégralité à 20h30 dans Business Africa sur Télésud, bien évidemment. Il est l'heure à présent de retrouver notre page sport du lundi avec Mathieu Nicolas. Bonjour Laurent, très heureux d'être de retour. On commence tout de suite avec le championnat d'Afrique des Nations et on connaît déjà la première affiche des quarts de finale. L'Algérie, le pays hôte, affrontera vendredi la Côte d'Ivoire au stade Nelson Mandela de Baraki. Les Fennecs, invaincus dans cette compétition et auteurs de 3 victoires en 3 matchs, sont favoris. Dans les autres quarts de finale, le Sénégal et le Mozambique attendent encore leur adversaire. Direction l'Angleterre et son championnat toujours aussi virevoltant. Dimanche, Arsenal, premier du championnat, a affronté Manchester United. Un duel très attendu car Manchester était le seul club à avoir battu Arsenal cette saison en Premier League. Mais la différence était criante, les Gunners étaient au-dessus et n'ont pas laissé le moindre espoir aux Red Devils. 3-2, un résultat logique et ô combien important dans la course pour le titre. Je vous propose d'écouter Mikel Arteta, il avait l'air très content après le match. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. C'était un moment magnifique, un moment vraiment spécial parce que nous poussons et poussons et poussons et le but ne venait pas. Et il est venu à la fin. Et la VAR a rendu les choses encore plus difficiles. Mais c'était juste électrique. C'était émouvant, vraiment passionné. Et j'ai adoré ça. Quel coach. Dimanche, il y avait aussi le mondial de handball et la France est inarrêtable. Les Bleus, déjà qualifiés pour les quarts de finale, ont signé une 6e victoire contre l'Espagne 28-26 à Cracovie. Premiers de leur groupe, les Bleus sont donc dans la partie de tableau de la Suède, championne d'Europe en titre et potentiel adversaire en demi-finale à Stockholm. Mais avant de penser au dernier carré, l'équipe de France doit se défaire en quart de finale de l'Allemagne ou bien de la Norvège. Quelques informations pêle-mêle avant de se quitter. Ce lundi, c'est le retour de la tropicale Amissa Bongo au Gabon après 2 éditions annulées pour cause de Covid-19. La course où plusieurs coureurs africains se sont révélés, à l'image de Binyam Girmay, fait son retour et se déroule jusqu'au 29 janvier avec une arrivée finale à Libreville. Il faudra être là. Et pour finir, on fait une petite entorse à la règle. On revient sur du football avec ces images du franco-ivoirien Sébastien Haller
qui fait son grand retour sur les terrains de Bundesliga ce dimanche, c'était hier, 6 mois après avoir été diagnostiqué d'une tumeur aux testicules. Son retour était très attendu et le public allemand lui a fait savoir. À vous Laurent, à la semaine prochaine. Merci Mathieu, et c'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme à chaque fois, bonne journée à tous, à demain. Au revoir.